L'entreprise sociale, ce n'est pas le monde associatif, et le monde associatif n'est pas l'entreprise sociale. Un mot simplement pour nos amis européens. L'économie sociale et solidaire en France se définit par ses statuts, c'est-à-dire association, coopérative, mutuelle, fondation. Ça, c'est le monde de l'économie sociale et solidaire, donc qui est un univers qui est un peu parallèle au monde économique classique. C'est un univers certes parallèle, mais qui n'est pas tout à fait neutre, puisqu'il représente en France à peu près 10% du produit intérieur brut et 12% de l'emploi. Donc en sachant que l'emploi est pas mal dans le monde associatif et le chiffre d'affaires est pas mal dans le monde des banques coopératives, grandes mutuelles, etc. Tout ça, ça fait un dispositif qui existe sans doute un peu trop à côté du monde de l'économie dite classique. L'entrepreneuriat social, qui est une notion plutôt récente en réalité, qui sera définie bientôt dans la loi, puisque vous savez que nous disposons d'un ministre de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Benoît Hamon, et qu'une loi est actuellement présentée devant le Parlement qui permet de poser un certain nombre de principes et de régler un certain nombre de principes juridiques quant à cet univers de l'économie sociale et solidaire et au-delà de l'entrepreneuriat social. Donc l'entreprise sociale, c'était plutôt, alors là aussi, avec des perceptions selon les pays, parce que le social business n'est pas tout à fait équivalent à ce qu'on appelle ici l'entreprise sociale. Il faudrait dire d'ailleurs une entreprise avec un fort impact sociétal, parce que quand on dit entreprise sociale, on pense au monde associatif et aux assistantes sociales qui apportent joie, bonheur et santé aux familles, comme tout le monde le sait. Donc on n'est pas forcément dans le social. Le ministre en question est bien positionné à Bercy, donc on est plutôt dans un système qui est vécu comme économique. Et cet univers, c'est donc un univers dans lequel une entreprise sociale, c'est comme ça que se définit le groupe SOS que j'anime depuis 30 ans, c'est une entreprise qui a 3 objectifs permanents. Son impact économique, parce qu'effectivement nous avons aujourd'hui 11 000 salariés, donc ça veut dire 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ça veut dire une réalité économique à prendre en compte, mais aussi une réalité, un impact social qu'il faut mesurer, et on peut le mesurer de mieux en mieux. Les 3/4 des grandes universités dans le monde essaient de créer des indices pour mesurer l'impact social ou sociétal de ces entreprises. Donc on a aujourd'hui quelques méthodes assez simples pour le mesurer. Et évidemment, l'impact environnemental, parce qu'on ne peut pas diriger une entreprise sans prendre ce 3e sujet en compte. Donc l'entreprise sociale, globalement, c'est une entreprise qui est autant attachée à son impact social, à son impact environnemental, qu'à son impact économique. Alors, ce qui a été dit sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que le monde de l'économie sociale et de l'entreprise sociale avait été contracyclique pendant la crise. Ça veut dire très clairement qu'au moment où le monde de l'économie dite classique, encore que j'aime pas ce mot, était en train de perdre des emplois massivement, l'économie sociale continuait à recruter. Alors on a un premier mouvement qui est ce mouvement de recrutement. Alors le groupe SOS a 25% de croissance annuelle et cette croissance a été vraie ces dernières années, ces 6 ou 7 dernières années. On est à peu près sur entre 10 et 15% de croissance interne et entre, selon les années, 10 et 15% de croissance externe, c'est-à-dire de fusion-acquisition avec des camarades associatifs ou des rachats d'entreprises en difficulté, par exemple. Donc, un vrai développement, premier mouvement de ce secteur. Deuxième mouvement de ce secteur, sans doute une très forte professionnalisation. En clair, le monde associatif, pour aller vite, mutualiste, coopératif, est encore peuplé, surtout dans les fonctions de direction, de quinquagénaires autodidactes, anciens militants syndicaux, politiques ou travailleurs sociaux, enfin, issus de cet univers. J'en suis un parfait exemple, donc plutôt l'analphabète de bonne volonté qui vieillit et qui apprend au fur et à mesure,
Aujourd'hui, l'entreprise sociale est un dispositif qui accueille, qui est le must en sortie d'HEC, ESSEC, Sciences Po, et j'ai même recruté quelques polytechniciens ces dernières années. Donc, on a un vrai sujet qui est la professionnalisation, c'est-à-dire qu'à la sortie d'une grande école, on a de plus en plus, je vais dire de gamins une fois pour toutes, que personne ne se vexe, hein, c'est parce que je suis un vieil éducateur et donc de jeunes gens issus des grandes, et de jeunes filles issues des grandes écoles, qui ont envie de donner un sens à leur carrière, un sens qui soit à la fois extrêmement professionnel. On n'a pas envie de bricoler dans une association de bénévoles sans moyens, et à la fois un engagement qui soit certes militant et avec du sens, mais dans une organisation extrêmement professionnalisée qui peut grandir, se développer, s'internationaliser, etc., etc. Donc ça, c'est le dispositif, me semble-t-il, de l'entrepreneuriat social. Alors, vous posiez la question, est-ce que c'est une solution? Je pense que, globalement, l'entreprise est une solution. Mais l'entreprise n'est pas une solution en soi. L'entreprise est une solution si l'entreprise a ce souci d'impact sociétal et environnemental. Et encore une fois, sans doute qu'il ne s'agit pas de deux mondes qui s'ignorent. Hein. D'un côté, la grande entreprise ou l'entreprise privée lucrative et de l'autre côté, l'entreprise à but non lucratif, mais plutôt des pratiques qui sont en train de s'interpénétrer, c'est-à-dire des organisations non lucratives qui se professionnalisent de plus en plus, qui se développent, qui attirent des talents et des diplômes, et un certain nombre de grandes entreprises, parce qu'il faut être honnête, qui mesurent de plus en plus leurs impacts sociaux et environnementaux. Alors, d'autres n'en ont rien à faire, il existe toujours un certain nombre de dysfonctionnements, mais on croise de plus en plus souvent des grandes entreprises qui essaient, sans doute parce que c'est devenu important et même, de mon point de vue, indispensable, de mesurer la totalité de ce qu'on appelle les externalités positives ou négatives. Alors, l'idée générale était de dire, parce qu'on m'avait demandé d'expliciter ce titre de bouquin qu'on a écrit collectivement, qui s'appelle « L'entreprise du XXIe siècle sera sociale ou ne sera pas ». Donc on ne s'est pas fatigué pour aller chercher le titre, comme vous pouvez le constater. Mais l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, toute entreprise et tout patron d'entreprise sérieux n'a plus le choix d'être vertueux, encore que j'aime pas spécialement ce mot, mais en tout cas d'avoir une attitude responsable sur les externalités positives et négatives, tout simplement parce que s'il ne l'est pas, il met l'entreprise en danger. Il y a 30 ans, si un fabricant de chaussures de sport faisait fabriquer ses chaussures en Chine par des enfants, objectivement, il y avait assez peu de chances que la nouvelle soit connue. Aujourd'hui, 2 étudiants en voyage en Chine filment l'atelier sur leur téléphone portable et 1 heure après, la toile crée un phénomène mondial et la marque est repérée au niveau mondial comme étant une marque qui fait travailler des enfants dans une usine en Chine. Une entreprise qui détruit une vallée pour pouvoir fabriquer je ne sais trop quoi prend le même risque. Donc très clairement, quand on sait la valeur de la marque aujourd'hui pour tous les grands groupes du monde, on ne peut plus prendre ce genre de risque et donc il faut mesurer son impact social et environnemental. Donc je pense que l'entreprise est un sujet sous réserve, et il est pas mal question en ce moment de fiscalité des entreprises, sous réserve que l'on soit capable de mesurer l'impact qu'elle apporte en termes, encore une fois, d'externalités positives sur ou de services rendus à l'intérêt général. Alors, le groupe SOS, c'est quoi? Nous gérons, on a 4 ou 5 métiers, la santé, on gère des hôpitaux, donc très simplement, les hôpitaux peuvent être publics, privés lucratifs ou privés non lucratifs, donc nous gérons des hôpitaux privés non lucratifs. Nous gérons des maisons de retraite ou des établissements pour personnes âgées dépendantes, une 50aine. Nous gérons des établissements qui s'occupent d'enfance, de protection sociale ou judiciaire de la jeunesse, donc des enfants qui sont confiés par les conseils généraux ou par les juges pour enfants.
Nous gérons des gros dispositifs d'emploi, et peut-être que je reviendrai dessus puisque c'est un peu le sujet du jour, et nous gérons des dispositifs qui ont à voir avec la solidarité. Donc, tous les soirs à Paris, nous hébergeons 2 ou 3 000 personnes sans domicile fixe dans nos différents dispositifs et une 15 ou 20 établissements pour personnes handicapées, physiques, mentaux ou autres. Donc ça, c'est le groupe SOS. Une croissance qui continue, une gestion qui est parfaitement privée. Nous sommes un groupe privé, c'est-à-dire que nous avons des conventions avec l'État, l'assurance maladie, la CAF, les communes, mais la gestion de la maison est parfaitement privée. On refuse des contrats, on en gagne d'autres, avec un objectif qui est la poursuite de l'intérêt général. Donc c'est assez, du point de vue économique, nous sommes un objet un peu curieux, puisqu'il n'y a pas d'actionnaire, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit, mais c'est une entreprise qui grandit et qui essaie de mesurer l'impact positif qu'elle a sur son environnement. Donc ça, c'est un sujet qui est un modèle économique, il y a encore peu de temps, peu identifié. Je pense que l'existence de la loi et ce qui est fait aujourd'hui par Benoît Hamon rend visible et de plus en plus nos dispositifs. D'ailleurs, au niveau européen, Michel Barnier s'est penché de manière extrêmement précise sur ces sujets et l'Europe va prendre en compte de manière très claire l'entrepreneuriat social dans ses financements prochains. Donc à partir de 2014, l'entrepreneuriat social au sens générique sera très présent dans les financements européens. Un mot pour les entreprises d'insertion. Les entreprises d'insertion sont des structures sous forme commerciale, la plupart du temps, qui, quel que soit le métier qu'elles exercent, ont pour objectif d'aller chercher des gens très éloignés de l'emploi, de leur donner un emploi et un salaire pendant une durée maximum, et une formation pendant une durée maximum de 2 ans, et ensuite permettre à ces salariés d'aller vers des entreprises de droit commun. Donc c'est un dispositif un peu particulier qui dit d'insertion par l'activité économique. Alors, il est assez peu financé. Une entreprise d'insertion, c'est entre 80 et 95% de chiffre d'affaires et entre 5 et 15% de subventions. Donc, il faut quand même, c'est avant tout une entreprise, mais qui va chercher des personnes très éloignées du monde de l'emploi, partant du principe, qui est un principe fort dans la maison SOS, que personne n'est inemployable et que, sans doute, qu'on s'y est mal pris. Enfin, moi, je partage une grande partie de ce qui a été dit sur l'aspect pédagogique par l'intervenant précédent. On s'y est mal pris, on s'y est pris au mauvais moment, on s'y est pris de la mauvaise méthode, et donc on réussit tous les jours à rendre un certain nombre de gamins allergiques à toute forme d'enseignement classique, et dans un certain nombre de cas, ou quand on croise un certain nombre de profs, on le comprend mieux. La réalité, c'est que lorsqu'on offre la possibilité d'un emploi et d'un salaire à ces jeunes filles et ces jeunes gens, 65% d'entre eux, je vous donne les chiffres SOS, les chiffres nationaux sont en tout cas autour de 60%, 1, prennent le job, 2, au bout de 2 ans dans l'entreprise, trouvent un contrat à durée indéterminée dans une entreprise classique. Donc, ça veut dire très simplement qu'on peut faciliter l'accès à l'emploi à des jeunes gens qui en étaient, et des gens moins jeunes, qui en étaient très éloignés, et faire en sorte que cet accès à l'emploi soit pérennisé. Donc on a un vrai sujet, me semble-t-il, aujourd'hui sur la possibilité d'une économie différente, parce qu'il s'agit bien de ça, hein, il s'agit bien d'inventer un modèle économique qui soit au service de l'individu, parce que sans doute pendant très longtemps on a fonctionné avec un ensemble d'individus qui étaient au service d'un modèle économique, sans doute remettre en cause la fameuse main invisible du marché qui était censée nous guider vers le bonheur qui nous a collés contre un mur, pour se poser la question, est-ce que l'entreprise peut être un lieu d'inclusion sociale et pas simplement un lieu d'exclusion sociale, c'est-à-dire un lieu qui, dans un certain nombre de cas, comme l'école, passe son temps à sélectionner les meilleurs et à éjecter ceux qui sont d'abord les plus mauvais, puis les moins bons, puis les moyens, pour faire un concentré un peu comme le fonctionnement de l'accès à nos grandes écoles dans ce pays. Donc,
Comment faire en sorte que l'entreprise participe à ce mouvement inclusif? C'est un des sujets majeurs. Donc, pour la première fois auprès du secrétaire général des Nations Unies, on a associé des grands patrons de multinationales sur quelle est la responsabilité des entreprises. Il faut qu'on soit capable de la mesurer. Il faut que les États, entre autres grâce à la fiscalité, avec un peu plus de discernement si possible qu'il le fait habituellement, les États puissent intervenir en disant on veut bien, le monde de l'entreprise perçoit plus de subventions que le monde associatif. C'est juste pour repositionner, je ne donnerai pas de chiffres, mais sachons que par le biais des exonérations diverses et variées, l'entreprise au sens classique est plus subventionnée dans ce pays que le monde associatif. La question est, pourquoi subventionner? Subventionner une entreprise parce qu'elle rend des services d'intérêt général, parce qu'elle sert l'ensemble de la population, parce qu'elle accepte de mener des activités à très faible marge, mais qui sont absolument essentielles. Le meilleur exemple, enfin pas le meilleur, mais un des exemples pourrait être la gestion d'hôpitaux. Nous gérons des hôpitaux. Alors quand c'est à Paris, c'est assez simple. C'est pas très compliqué de gérer un hôpital parisien parce qu'il y a un bassin de population, une facilité de transport, un nombre de médecins qui fait qu'on gère ça assez facilement. Si vous gérez des hôpitaux au fin fond de la Lorraine, dans des régions qui ont été très durement frappées par le chômage, par la crise de la sidérurgie et du charbon, c'est difficile, on ne gagnera sans doute jamais d'argent avec ces hôpitaux-là. Et pourtant, il faut qu'il y ait un service d'urgence, il faut qu'il y ait une maternité, il faut qu'il y ait un service de pneumo, surtout quand on est près des secteurs miniers, parce que malheureusement, on gère les conséquences du passage à la mine avec les conséquences pulmonaires. Donc on a besoin de gérer ces hôpitaux. Le public, objectivement, ce n'est pas la solution la plus économe, on va dire ça comme ça. Le privé lucratif n'ira pas, parce que dans le meilleur des cas, ça va rapporter 3%, que ça fait beaucoup de risques pour 3% de résultats, et en même temps, il faut que la population puisse bénéficier de la présence de ces hôpitaux. Ça, c'est un job pour, merci, l'entrepreneuriat social. Ceux qui ont lu Le Monde la semaine dernière ont dû voir qu'il y a un vrai problème aujourd'hui sur les grands dispositifs privés lucratifs hospitaliers. Le trou de la Sécu, vous en avez entendu parler, et donc le coût de fonctionnement des hôpitaux publics est aussi un sujet. La réalité, c'est qu'entre ces deux univers, il y a le privé non lucratif qui doit être capable de gérer de manière aussi pointue que le privé lucratif, pas avec les mêmes méthodes, pas avec les mêmes objectifs, mais avec les mêmes cadres et la même rigueur. Et de l'autre côté, il y a le public, mais qui objectivement, et puis ça a été dit, n'est pas en situation aujourd'hui de nationaliser les hôpitaux qui vont mal ou de créer de nouveaux dispositifs hospitaliers. Donc, de vrais sujets avec une économie sans doute qui apparaissait comme un peu originale ou un club d'utopistes ou de rêveurs il y a quelques années, qui est pris de plus en plus au sérieux, pas simplement dans notre pays. Le groupe SOS accompagne, entre autres, le maire de Séoul, qui essaie de réfléchir à la manière dont il va organiser la solidarité dans sa ville. Alors, il y a 30 ans, le problème ne se posait pas parce qu'il n'y avait rien à redistribuer. Aujourd'hui, on commence à avoir de la richesse en Corée du Sud et on se dit comment organiser la solidarité. L'État-providence, ils ont assez vite compris que nous étions un peu nous-mêmes au bout de ce dispositif et donc l'entrepreneuriat social est sans doute l'idée qu'ils retiennent, c'est-à-dire comment créer de la richesse, c'est-à-dire mettre en place des logiques économiques qui soient au service de l'intérêt général. Vraiment, si quelque chose doit changer après la loi qui va être votée, j'espère, dans le mois qui vient, c'est l'idée qu'il existe une alternative, ou en tout cas une manière de faire de l'économique un peu différente, qui permette de renforcer l'intérêt général et donc de faire des choix de société, parce que je dirais presque que c'est un choix politique au sens noble du terme. C'est un choix de société qui est un choix de solidarité
sur l'ensemble des services fondamentaux. C'est sans doute pour ça aussi que nos secteurs vont bien, c'est qu'on est en général fournisseur de services et de biens essentiels. Donc évidemment, même en temps de crise, on a toujours besoin d'accéder à des soins, d'accéder à une crèche, d'accéder à un logement, d'accéder à un emploi. Si on vendait des choses plus futiles, sans doute que nous aurions subi la crise de plein fouet comme les autres. Donc une approche que les grandes entreprises appellent aujourd'hui bas de la pyramide. En tout cas, la volonté claire pour, entre autres, permettre le redémarrage de l'emploi, de mettre une vraie logique économique au service de l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, évidemment, il y a la possibilité pour tout un chacun de retrouver un emploi et de le garder.